L'un d'eux, d'aspect particulièrement féroce et assez semblable à l'exécuteur dans certains tableaux de la Renaissance qui figurent des supplices, s'avança vers lui d'un air implacable pour lui prendre ses affaires. Mais la dureté de son regard d'acier était compensée par la douceur de ses gants de fil. Si bien qu'en approchant de Swann, il semblait témoigner du mépris pour sa personne et des égards pour son chapeau. Il le prit avec un soin auquel l'exactitude de sa pointure donnait quelque chose de méticuleux et une délicatesse que rendait presque touchante l'appareil de sa force. Puis, il le passa à un de ses aides, nouveau et timide, qui exprimait l'effroi qu'il ressentait en roulant en tous sens des regards furieux et montrait l'agitation d'une bête captive dans les premières heures de sa domesticité. À quelques pas, un grand gaillard en livrée rêvait, immobile, sculptural, inutile, comme ce guerrier purement décoratif qu'on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantegna, songer, appuyé sur son bouclier, tandis qu'on se précipite et qu'on s'égorge à côté de lui. Détaché du groupe de ses camarades qui s'empressaient autour de Swann, il semblait aussi résolu à se désintéresser de cette scène qu'il suivait vaguement, de ses yeux glauques et cruels, que si c'eût été le massacre des innocents ou le martyre de Saint-Jacques. Il semblait précisément appartenir à cette race disparue, ou qui peut-être n'exista jamais que dans le retable de San Zeno et les fresques des Érémitanie, où Swann l'avait approchée et où elle rêve encore. Issue de la fécondation d'une statue antique par quelque modèle padouan du maître ou quelque saxon d'Albert Dürer. Les mèches de ses cheveux, roux, crêpelés par la nature, mais collés par la brillantine, étaient largement traitées comme elles sont dans la sculpture grecque qu'étudiait sans cesse le peintre de Mantoue, et qui, si dans la création elle ne figure que l'homme, sait du moins tirer de ces simples formes des richesses si variées et comme empruntées à toute la nature vivante, qu'une chevelure, par l'enroulement lisse et les becs aigus de ses boucles, ou dans la superposition du triple et florissant diadème de ses tresses, a l'air à la fois d'un paquet d'algues, d'une nichée de colombes, d'un bandeau de jacinthe et d'une torsade de serpent. D'autres encore, colossaux aussi, se tenaient sur le degré d'un escalier monumental que leur présence décorative et leur immobilité marmoréenne auraient pu faire nommer, comme celui du palais ducal, l'escalier des géants, et dans lequel Swann s'engagea avec la tristesse de penser qu'Odette ne l'avait jamais gravi. Ah, avec quelle joie, au contraire, il eût grimpé les étages noirs, malodorants et casse-cou de la petite couturière retirée, dans le 5e de laquelle il aurait été si heureux de payer plus cher qu'une avant-scène hebdomadaire à l'opéra, le droit de passer la soirée quand Odette y venait, et même les autres jours, pour pouvoir parler d'elle, vivre avec les gens qu'elle avait l'habitude de voir quand il n'était pas là, et qui, à cause de cela, lui paraissaient receler de la vie de sa maîtresse quelque chose de plus réel, de plus inaccessible et de plus mystérieux. Tandis que dans cet escalier pestilentiel et désiré de l'ancienne couturière, comme il n'y en avait pas un second pour le service, on voyait le soir, devant chaque porte, une boîte au lait, vide et sale, préparée sur le paillasson. Dans l'escalier magnifique et dédaigné que Swann montait à ce moment, d'un côté et de l'autre, à des hauteurs différentes, devant chaque infractuosité que faisait dans le mur, la fenêtre et la loge ou la porte d'un appartement représentant le service intérieur qu'il dirigeait, et en faisant hommage aux invités, un concierge, un majordome, un argentier, braves gens qui vivaient le reste de la semaine un peu indépendants dans leur domaine, y dînaient chez eux comme de petits boutiquiers, et seraient peut-être demain au service bourgeois d'un médecin ou d'un industriel, attentifs à ne pas manquer aux recommandations qu'on leur avait faites avant de leur laisser endosser la livrée éclatante qu'ils ne revêtaient qu'à de rares intervalles et dans laquelle ils ne se sentaient pas très à leur aise, se tenaient sous l'arcature de leur portail avec un éclat pompeux, tempéré de bonhomie populaire, comme des saints dans leur niche.
Et un énorme Suisse, habillé comme à l'église, frappait les dalles de sa canne au passage de chaque arrivant. Parvenu en haut de l'escalier, le long duquel l'avait suivi un domestique à face blême, avec une petite queue de cheveux nouée d'un catogan derrière la tête, comme un sacristain de Goya ou un tabellion du répertoire, Swann passa devant un bureau où des valets, assis comme des notaires devant de grands registres, se levèrent et inscrivirent son nom. Il traversa alors un petit vestibule qui, tel que certaines pièces aménagées par leurs propriétaires pour servir de cadre à une seule œuvre d'art, dont elles tirent leur nom, et d'une nudité voulue, ne contiennent rien d'autre, exhibait à son entrée, comme quelques précieuses effigies de Benvenuto Cellini, représentant un homme de guet, un jeune valet de pied, le corps légèrement fléchi en avant, dressant sur son hausse col rouge une figure plus rouge encore, d'où s'échappaient des torrents de feu, de timidité et de zèle, et qui, perçant les tapisseries d'Aubusson tendues devant le salon où on écoutait la musique, de son regard impétueux, vigilant et perdu, avait l'air avec une impassibilité militaire ou une foi surnaturelle, allégorie de l'alarme, incarnation de l'attente, commémoration du branle-bas, des pieds, ange ou vigie, d'une tour de donjon ou de cathédrale, l'apparition de l'ennemi ou l'heure du jugement. Il ne restait plus à Swann qu'à pénétrer dans la salle du concert, dont un huissier chargé de chaînes lui ouvrit les portes en s'inclinant, comme il lui aurait remis les clés d'une ville. Mais il pensait à la maison où il aurait pu se trouver, en ce moment même, si Odette l'avait permis, et le souvenir entrevu d'une boîte au lait vide sur un paillasson lui serra le cœur.